Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kemi. Bonjour à vous qui nous écoutez au Congo et à travers le monde et bienvenue à votre émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un périple à travers les départements du Congo. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo pour le monde, le tour des correspondants à travers le pays pour l'actualité et les villes des départements de notre pays. Bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous. Du statut de simple groupe traditionnel à celui de véritable mutuelle dynamique d'entraide sociale. Voilà la mutation qu'ont subi les associations de danse traditionnelle dans la ville de Makwa, dans le département de la Cuvette. C'est ce que nous dira Judy Kael Abo, notre correspondant dans cette ville du nord du Congo. À Kinkala, lancement officiel en début de semaine de l'opération ramassage des armes par la commission ad hoc mixte de l'accord du 23 décembre 2017 relative au retour de la paix dans le département du Poul. Le retour sur ces moments, les moments de la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de lancement avec Souverain de Bitodi, notre correspondant. Une foire dite du terroir à Madingu du 4 au 6 août dernier pour promouvoir les produits agricoles et artisanaux du département de la Bouenza au sud du pays. Dimi Bitemo Mwanza, notre correspondant à l'UTT, s'y est rendu, vous l'écouterez tout à l'heure. Enfin, un caillis, toujours dans le département de la Bouenza, de grandes superficies des plantations de canne à sucre de la société Saris, parties en fumée, 2 incendies en l'espace de quelques jours. Mathias Desvillers, notre correspondant à Cailly, nous donne les détails sur l'origine du feu, les dégâts qu'ils ont causés. La ville de Kinkala pour ouvrir notre magazine, Kinkala où en début de semaine il a été procédé au lancement officiel de l'opération ramassage des armes par la commission ad hoc mixte pour la paix issue de l'accord du 23 décembre 2017 relative au retour de la paix dans le département du Poul. Cet acte est perçu comme un signal fort du processus de paix. Souverain de Bitodi, bonjour, vous avez assisté à la cérémonie. Quelles sont les images fortes à en retenir ? Bonjour Jean-Eudes et à tous nos auditeurs de l'émission Bonjour le Congo. Dans le cadre de la mise en œuvre des accords de cessez-le-feu et des cessations des hostilités, signés le 23 décembre 2017 à Kinkala entre le gouvernement de la République d'une part et le pasteur Toumi d'autre part, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, président de la commission ad hoc mixte paritaire COMP en sigle, a procédé le mardi 7 août dernier au lancement officiel de l'opération ramassage des armes dans le Poul. Le président de la commission ad hoc mixte paritaire l'a aussi rappelé dans son message de lancement que cet appel de remettre les armes est un appel de la République. Donc, après le ramassage des armes, le processus va continuer dans la réinsertion, la réintégration et le relèvement. Du coup, tout le monde doit déposer les armes pour être réinséré et réintégré dans la société. Car celui qui détiendra encore une arme cachée par devers lui, après ce ramassage, peut tomber sous le coup de la loi. Parce que, étant dans la normalisation, les lois et les règlements de la République vont s'appliquer. Comment cette cérémonie, souverain, dites-nous comment cette cérémonie s'est déroulée et dites-nous si un enthousiasme a été noté du côté des ex-combattants. En fait, Jean-Eudes, la commission ad hoc mixte paritaire avait au préalable identifié et aménagé 15 sites dans l'ensemble du département du Poul, notamment dans les districts touchés par ces conflits armés, dans lesquels va se dérouler l'opération ramassage des armes. Chaque ex-combattant détenant une arme ira la remettre dans le site le plus proche de là où il se trouve avant d'engager le processus de réintégration et de réinsertion. Donc, dire si un enthousiasme est noté chez les ex-combattants Jean-Eudes serait difficile, car ils n'ont pas été à la cérémonie de lancement. Mais ce que nous savons, c'est qu'un préalable avait été posé par les ex-combattants avant de remettre les armes. C'est la levée du mandat d'arrêt et la libre circulation de leur chef, Pasteur Toumi,
et le gouvernement l'a fait. Nous osons donc croire que tout est rentré en ordre pour faciliter cette opération de ramassage des armes. Concernant les sites, nous avons donc Kibwende, Madia, Matumbu, Missafu, Minduli, Lulongo, pour ne citer que ceux-là. Vous avez abordé, souverain, quelques habitants de la ville de Kinkala à propos. Que disent-ils de cette opération? Cette opération est d'une grande importance pour permettre la sérénité définitive, la sécurité définitive et profonde des populations. Vous savez, Jean-Eudes, que les populations, pour repartir dans leurs villages respectifs, ont quelques frayeurs à cohabiter avec les ex-combattants qui sont encore porteurs d'armes. Et donc le ramassage des armes pourra rassurer l'ensemble des populations et la vie reviendra à la normale. Donc, les populations ont donc salué le fait que le gouvernement se soit mis d'accord avec les personnes soumises et souhaitent qu'on respecte le principe selon lequel chaque ex-combattant soit réintégré dans la société, dans sa localité d'origine, pour ce DDR doit être le dernier dans le pool. Merci, souverain de Bitodi, pour votre intervention depuis la ville de Kinkala où vous évoluez au niveau de la radio communautaire. Merci. Les populations autochtones du département de la Sangha ne se montrent pas enthousiastes dans la pratique des activités agricoles. Alors, ils se disent être attirés par autre chose, ont-ils expliqué à Marie Bella, notre correspondante dans la ville de Ouesso, qui est allée à leur rencontre. Marie, bonjour. Que vous disent-ils, ces autochtones, quand vous leur posez la question de savoir pourquoi ce manque d'intérêt pour l'agriculture? Bonjour Jean-Eudes et à tous les auditeurs. Quand on pose aux autochtones la question de savoir pourquoi ce manque d'intérêt pour l'agriculture, ils donnent 5 réponses, à savoir les espaces à cultiver sont jonchés de gros arbres, il y a beaucoup d'insectes nuisibles. Nous n'avons pas d'outils pour l'aménagement du terrain. Le ramassage des fruits sauvages est plus facile que labourer la terre ou encore la cueillette des plantes sauvages est plus facile que couper un arbre. Il convient d'ajouter par ailleurs, Jean-Eudes, qu'avec l'apparition de la monnaie, l'homme autochtone préfère travailler pour l'homme bantou dans le but d'être payé à la fin. Aussi ont-ils une tendance à la pratique des activités saisonnières comme le ramassage des chenilles qui les pousse à abandonner brutalement les activités exercées avant. Est-ce que cette attitude, Marie, les a toujours caractérisés ou bien elle est née un peu plus récemment? Oui, Jean-Eudes, cette attitude les a toujours caractérisés, comme nous confirme un membre de la communauté des autochtones dans le village de Péké. Nos grands-parents s'intéressaient beaucoup à la chasse, la cueillette, au ramassage des fruits sauvages, à la récolte du miel et un peu à la pêche. L'agriculture, c'était juste pour répondre aux besoins familiales. Ils cultivaient la banane, car la plante tubercule était ignorée par eux. Alors Marie, est-ce que l'on peut dire que cette indifférence des populations autochtones vis-à-vis de l'agriculture est due au fait que la grande forêt équatoriale qui recouvre quasiment tout le département de la Sangha leur offre tout ou presque en termes de ressources alimentaires? Cette indifférence vis-à-vis de l'agriculture est due au fait que la grande forêt équatoriale qui couvre la Sangha leur offre une grande quantité de produits alimentaires utiles pour leur subsistance. Parlez-nous à présent, Marie, des rapports entre les populations autochtones et les Bantous dans le département de la Sangha. Est-ce que la cohabitation est bonne? Bien que les efforts dans l'intégration des populations autochtones soient significatifs, les rapports entre Bantous et autochtones
demeurent des rapports de complexe de supériorité pour les Bantous et d'infériorité pour les autochtones. Pour terminer, Jean-Eudes, plusieurs observateurs s'accordent à dire que l'homme autochtone du département de la Songa doit apprendre à travailler la terre sur de vastes étendues au lieu de se limiter à l'agriculture de subsistance. Merci Marie-Bella depuis la ville de Ouesso dans le département de la Sangha. Marie, je rappelle que vous évoluez au niveau de la radio Béni de la localité. À très bientôt pour d'autres infos sur Ouesso et le département de la Sangha. Du nord au sud, nous voici à présent dans la ville de Lutete, département de la Bouenza, où nous sommes en ligne avec Dimi Bitemo Mwanza. Dimi, bonjour, vous êtes de retour de Madingu, où vous avez réalisé un reportage sur la foire dite du terroir organisée du 4 au 6 août dernier. Un lieu qui a présenté les fruits de l'activité agricole et de l'artisanat de la Bouenza. Alors, bonjour Dimi, quelle est la nature des exposants à cette foire et qu'est-ce qui a été présenté comme produit? Bonjour le Congo, bonjour chers auditeurs. Le département de la Bouenza, depuis la nuit des temps, porte le cachet de grenier de la République du Congo grâce à sa grande production agro-pastorale. En dépit de cette première vocation économique, il faille ajouter la filière artisanale qui se développe de manière croissante. Béni par la fertilité de son sol et de son potentiel humain, le département de la Bouenza constitue de nos jours un maillon économique solide. Et pour encourager et faire connaître les producteurs de la Bouenza, l'Association congolaise pour l'initiative économique locale en sigle ACIEL, en partenariat avec la Fédération interprofessionnelle des filières agro-pastorales de la Bouenza, organise depuis 2009 la foire du terroir. Cette 9e édition a regroupé plus d'une trentaine d'exposants venus essentiellement des districts du département de la Bouenza. Il sied de signaler Jean-Eudes, les femmes et les hommes de la chaîne des producteurs locaux viennent à la foire du terroir de la Bouenza, non seulement pour se faire des poches, mais selon la philosophie des organisateurs, il s'agit de créer une dynamique économique et faire connaître les produits agro-pastoraux et artisanaux à l'intérieur et à l'extérieur du Congo. La foire du terroir, c'est aussi un moment d'échange entre les producteurs et une opportunité de vendre le timbre de leurs talents et compétences auprès d'autres partenaires. S'agissant des produits qui ont été exposés, il faille noter qu'il y a dans la Bouenza une diversification des productions en guise d'illustration. Il y a eu la présence de plusieurs transformations des produits agro-pastoraux et artisanaux avec à l'affiche les gargoulettes et les canaris en provenance du district de Mfouati. Alors Dimi, cette édition était la 9e du genre, ce qui est une marque de régularité, doit-on le reconnaître. Mais on se demande quand même à quoi est-elle due cette régularité? Depuis la première édition, la foire du terroir de la Bouenza a pour cheval de bataille la création d'une dynamique économique des producteurs. À cet effet, la régularité de la foire du terroir de la Bouenza est due par le simple fait que l'Association congolaise pour l'initiative économique locale souhaite, à travers ce marché local, stimuler et soutenir toute la chaîne des producteurs afin d'accroître la production agro-pastorale et artisanale qui, du reste, pourra contribuer essentiellement au développement économique de notre pays, le Congo. Est-ce que la foire a reçu des exposants et visiteurs venus d'autres départements, enfin des départements autres que la Bouenza? Comme signalé plus haut, Jean-Eudes, la foire du terroir de la Bouenza a connu la participation des exposants du département de la Bouenza,
Par contre, les visiteurs sont venus des autres départements du Congo et ceux de la diaspora basée en France. Dernière question, Dimi, pour terminer avec vous. Comment les exposants ont-ils apprécié la foire? Les exposants ont favorablement apprécié la 9e édition de la foire du terroir de la Bwenza, qui, malgré quelques manquements logistiques observés, constitue un véritable pôle économique susceptible d'enrayer la disette des produits agro-pastoraux et renforcer également la chaîne de la filière artisanale, gage de notre développement économique en cette période où l'on parle de plus en plus de la diversité de l'économie congolaise. Du côté des exposants, il faut dire que les produits ont été très bien achetés, car l'ensemble des producteurs, aucun producteur n'est reparti dans son district avec les produits. Ce qui revient à dire que tous les produits ont été très bien achetés au niveau de la foire du terroir de la Bwenza. Jimmy Bitemo Mwanza, de retour de Madingu, la capitale du département de la Bwenza, nous appelait depuis la ville de l'UTT. Merci à vous, Jimmy. Je rappelle que vous travaillez à l'UTT pour le compte de la radio rurale. Notre périple nous conduit à présent dans la ville de Makwa, dans le département de la Cuvette, où nous retrouvons Judy Kael Abo, notre correspondant. Judy Kael, vous avez choisi de nous parler de ces associations au départ de danse traditionnelle, mais qui ont fini par migrer au fil du temps vers de véritables mutuelles d'entraide sociale, et les choses marchent bien. Bonjour Judy, pourquoi les habitants de Makwa se ruent-ils vers ces associations? Bonjour Jean-Eudes, bonjour les auditeurs de l'émission Bonjour le Congo, bonjour également à tous les correspondants de cette caravane nationale. En parlant des associations traditionnelles ici à Makwa, il faut dire qu'à l'origine, c'était des danses folkloriques qui réalisaient leurs prestations chaque week-end. Des prestations qui rappelaient aux uns et aux autres la richesse culturelle de la localité. Et donc, qui constitue aujourd'hui le socle de la culture aqua, ont eu pour mérite la pérennisation des danses du terroir. Ce qui adhérait à l'époque partait uniquement pour danser et se faire plaisir. Au fil des années, ces danses folkloriques ont évolué pour acquérir le statut d'association traditionnelle. Après, bien entendu, être conformées à la réglementation en vigueur en produisant des documents juridiques tels règlement intérieur, statut, et se voient également délivrer des récépissés, une preuve tangible de leur crédibilité auprès des autorités locales. À ce moment-là, les adhérents n'y vont plus uniquement pour danser, mais pour entraider. Aujourd'hui, le caractère social de ces associations traditionnelles attire de plus en plus la population de Makwa de toutes catégories. Parlons justement de ce côté social, Judy. Dites-nous si ces associations assurent des services sociaux en faveur de leurs membres en cas de besoin ou bien si ce n'est pas le cas. Du côté social, Jean-Eudes, ceux qui adhèrent ne sont pas dessus. Le côté social est bien assuré. En décidant d'intégrer ces ensembles traditionnels, les membres espèrent trouver du réconfort au moment de la détresse. Ces associations soutiennent leurs membres de différentes manières. Elles interviennent en accordant des prêts aux adhérents confrontés à une situation quelconque qui nécessite un soutien financier. Elles réagissent aussi dans des cas de décès. Quand un membre décède, l'association prend en charge l'achat du cercueil, le transport du domicile au cimetière et l'animation à la veillée. La famille du disparu est exemptée des dépenses liées à l'animation de leurs défunts parents. Une vieille maman, la soixantaine révolue que j'ai approchée, m'a laissé entendre qu'elle a adhéré à son association pour être bien enterrée le jour de sa mort, sans que ses enfants ne se fracassent pour ses funérailles. Même quand vous êtes pauvre, l'association vous enterre avec honneur et dignité, a-t-elle renchéri, signalant enfin que ces associations traditionnelles ont introduit le volet ristourne chaque mois à une date bien précise
Les membres se réunissent pour s'acquitter de leurs contributions mensuelles. Les contributions financières sont ensuite reversées auprès d'un membre programmé au préalable par le bureau pour bénéficier de la ristourne. Le montant d'argent reversé aux membres bénéficiaires varie entre 100 et 500 000 francs CFA selon les associations. Certains bénéficiaires se sont même lancés dans le commerce. Pour terminer avec vous, Judy, dites-nous quelles sont les activités menées par ces associations habituellement? Ces associations traditionnelles, qui ne sont pas des associations de développement ou caritatives, ne mènent donc aucune activité, sauf lorsque l'administrateur maire de la communauté urbaine de Makwa lance l'opération Makwa Ville Propre. C'est à ce moment-là qu'elles sont mises à contribution pour l'assainissement de la ville. Leur principal objectif reste l'entraide. Retenez que la communauté urbaine de Makwa compte à ce jour 37 associations traditionnelles. C'était la voix de Judy Kaelabo de Radio Aquapenda de Makwa, correspondant de Bonjour le Congo dans cette ville du nord du Congo. Merci Judy Kael et la semaine prochaine. Nous voici à présent dans la ville de Nkayi, dans le département de la Bwenza, où les plantations de canne à sucre de la Saris sont parties en fumée. Des incendies qui interviennent après celui du 24 mars de l'année en cours. Ça semble devenir récurrent. Mathias Desvillers, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Nkayi. Dites-nous quelles sont les causes de ces incendies qui se sont produits au niveau des plantations de la Saris en l'espace de quelques jours. Bonjour le Congo, bonjour Jean-Eudes. Les incendies qui se sont déclarés dans les différents champs de canne l'après-midi de vendredi dernier, notamment à Boala 5.1 et 5.2, à Dakar et à Loudima 3.7 Sud, inquiètent plus d'un citoyen. En effet, ces feux à différents niveaux suscitent interrogation, car pas plus que le mardi 7 août dernier, on a encore noté d'autres incendies des champs de canne à sucre, précisément à Loudima 3.4 et Loudima 3.7. Fausse manœuvre provoquée involontairement par les paysans au cours de leurs travaux champêtres, acte de banditisme. Pour l'heure, l'origine de ces feux n'est pas encore élucidée. Ce qui est sûr, c'est qu'une enquête est ouverte, question de déterminer les causes ou les origines de ces feux. Justement, Mathias, en attendant les résultats de l'enquête, est-ce qu'il y a des soupçons d'un acte criminel, comme cela fut le cas lors de l'incendie du 24 mars de l'année en cours? Oui, des soupçons, notamment s'orientent vers des actes criminels, car les populations paysannes exerçant dans le périmètre de ces champs de canne à sucre n'ont jamais posé de tels actes. Il n'est pas donc de notre devoir d'influencer les enquêtes qui sont en cours, comme nous l'avions indiqué plus haut. Dernière question, Mathias Desvillers, est-ce que la direction de la société Saris a pu évaluer les pertes occasionnées par ces incendies? En effet, Jean-Eudes, près de 364 hectares avalés par les flammes, les pertes selon certains responsables de la Saris Congo peuvent être évaluées en millions de francs CFA. Conscient de la place de la Saris Congo dans le quotidien des citoyens de Nkayi et sur l'économie nationale, il est impérieux que des mesures drastiques soient prises ou mises en place pour protéger l'une des mamelles nourricières de l'économie de notre pays qu'est la Saris Congo. Merci Mathias Desvillers pour toutes ces précisions depuis la ville de Nkayi. Vous nous tiendrez évidemment au courant de l'évolution de cette situation dans nos prochaines émissions. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Divouba. À très bientôt Mathias. La ville de Sibiti dans le département de la Lékoumou est le point de chute de notre tour de correspondant à travers le Congo et c'est la voix de Clarisse Milandou qui nous accueille pour nous faire le point sur la célébration du centenaire de la mission de l'église évangélique du Congo d'Indo, un quartier de la ville. Clarisse, bonjour. Dites-nous quels ont été les moments forts de la célébration de ce centenaire d'Indo. Bonjour à vous Jean-Eudes et à tous les auditeurs de Bonjour le Congo, au Congo et dans le monde.
La célébration du centenaire du consistoire d'Indo, l'un des quartiers de la ville de Sibiti, s'est tenue du 2 au 5 août 2018. Une célébration patronnée par le révérend pasteur Edouard Moukala, président de l'Église évangélique du Congo. Parmi les moments forts de ces 4 jours de célébration, on peut citer, en dehors des cultes bien sûr, la remise officielle du temple du centenaire de Sibiti. Les prédications ont tourné autour du thème général, à savoir Jésus-Christ, la pierre angulaire, 1 Pierre, au chapitre 2, le verset 7. Dites-nous Clarisse, quand ce consistoire d'Indo a-t-il été créé? Par qui et quelle place l'Église évangélique du Congo se voit-elle réservée dans la vie spirituelle dans le département de la Likumu? Le consistoire d'Indo fut créé en 1918 par le missionnaire suédois Carl Messing. L'Église évangélique du Congo accorde une large place à la vie spirituelle dans la Likumu et dans tout le Congo, notamment en ce qui concerne l'évolution du mouvement d'approfondissement de la vie spirituelle, des missionnaires et des compagnies, la prédication. Mais au-delà de la vie spirituelle, l'Église évangélique du Congo est active dans l'éducation par l'enseignement, l'économie, la santé avec la construction de dispensaires, l'agriculture et l'élevage. Quel est le message central que les fidèles ont reçu lors de cette grande commémoration? Lors de cette grande commémoration, Jean-Eudes, on a noté la présence de 600 pasteurs venus de tout le Congo, du Gabon, de la Suède, des Caraïbes. Les organisateurs ont fourni le chiffre de 203 611 participants, dont 85 convertis. Le message central que les fidèles ont reçu était axé sur la paix et la réconciliation. Indo, faut-il le rappeler, est un symbole important de la construction de l'Église. Est-ce que les responsables de l'Église évangélique du Congo prévoient d'apporter des changements dans cette paroisse d'Indo? En effet, les responsables de l'Église évangélique du Congo prévoient d'apporter des changements à la paroisse d'Indo après ce centenaire. Et le don a été donné par la remise, je l'ai dit plus haut, du temple du centenaire de Sibiti. Pour terminer, Jean-Eudes, lors de ce centenaire d'Indo, la joie a prévalu. Elle s'est quelquefois manifestée par des larmes, surtout au moment de la séparation. Une autre célébration de centenaire est prévue pour 2022 à Lubeti-Kibangu, dans le département du Niari. Signalant enfin que le Premier ministre, Clément Mwamba, ainsi que quelques membres du gouvernement ont participé aux festivités. Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Réalisation technique Dubrin Brunel, assisté de Gloire Bakula. Webmaster et communication Poncien Kaya Goma. Ce programme peut être réécouté en podcast sur le site www.groupecongomedia.com, média avec un S, dans la rubrique productions audiovisuelles ou en cliquant sur l'onglet Bonjour le Congo. Si vous souhaitez nous contacter, un numéro de téléphone, le 06 512 54 97, précédé du 00 242 0Z à l'étranger. Une adresse mail bonjourlecongo@gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.